Bonsoir à tous. Donc, je suis Gilles de Rapert, je suis directeur des études modernes et contemporaines à l'École française d'Athènes. Et je vais présenter nos intervenants de ce soir et animer la discussion. Donc, nous recevons ce soir, pour cette présentation d'ouvrage, Ludivine Voisin, qui est docteur de l'Université de Rouen. Elle a soutenu une thèse en histoire médiévale qui fait l'objet du livre présenté ce soir, un livre paru en 2021. Il s'agit d'une enquête sur le devenir des monastères grecs dans les territoires de Méditerranée orientale conquis par les Latins, les Francs et les Vénitiens à partir de la fin du XIIe siècle. Alors, nous sommes très heureux d'accueillir Ludivine Voisin pour cette présentation. Une présentation qui s'inscrit dans un nouveau programme de l'École française d'Athènes, un programme qui s'appelle Écrire l'histoire de la Grèce franque, coordonné par Gilles Griveau. Et il s'agit dans ce programme, par le recensement et la mise à disposition de sources et de ressources variées, d'affirmer la constitution d'un champ de recherche sur la domination franque et de fournir aux étudiants, aux chercheurs intéressés par cet objet, donc un ensemble de ressources. La présentation d'ouvrages comme celle de ce soir contribue à ce programme, d'autant plus qu'il s'agit, dans le cas présent, d'une synthèse qui s'appuie sur l'exploitation de sources englobant un large horizon temporel et géographique. Alors, pour présenter cet ouvrage et discuter avec l'auteur, nous avons avec nous plusieurs intervenants que je vais présenter brièvement avant de leur laisser la parole. Donc, Evelyne Scheis est historienne rattachée à l'Institut de recherche et d'histoire des textes. Elle travaille sur la littérature et l'histoire intellectuelle du XVe siècle au XVIIe siècle, avec un intérêt pour les textes et leur circulation entre la France et l'Italie. Elle est aussi, raison de sa présence ce soir, directrice de la collection Mediterranean Nexus aux éditions Brepols, dans lequel paraît le livre de Ludivine. Avec nous aussi Tassos Papakostas, qui est professeur d'histoire byzantine au King's College à Londres, qui s'intéresse à l'archéologie, à l'architecture et à l'histoire économique de Byzance, avec un intérêt pour l'histoire des croisades et pour la présence vénitienne en Méditerranée orientale. Avec nous aussi Marina Koumanoubi, qui est directrice de recherche à l'Institut de recherche historique de l'Ethniko Ivalma Erevnon à Athènes. Elle travaille sur l'histoire économique et sociale de la Grèce franque du XIIIe siècle au XVe siècle, avec elle aussi un intérêt pour la domination vénitienne et pour l'histoire des ordres religieux occidentaux en Grèce médiévale. Donc, merci à tous d'être présents ce soir. Alors, Gilles Griveau était prévu aussi au programme, mais malheureusement, il ne pourra pas nous rejoindre ce soir. La séance donc, se déroulera comme suit. Je donnerai la parole dans un premier temps à Evelyne pour une présentation de la collection Mediterranean Nexus et de la place de l'ouvrage de Ludivine dans cette collection. Je donnerai ensuite la parole à Marina pour une rapide présentation de l'ouvrage, puis à Tassos qui présentera plus en détail le contenu des chapitres. Ensuite, chacun d'eux posera des questions, fera des commentaires sur l'ouvrage destiné à Ludivine qui y répondra. Et puis, nous ouvrirons ensuite la discussion avec le public. Donc, pour la discussion avec le public, je vous demanderai de poser vos questions principalement par le chat.
en français ou en anglais. Et puis, les Ludivine ou les intervenants répondront aussi dans la langue qui leur conviendra. Donc, encore une fois, bienvenue et merci à nos intervenants. Donc, je cède la parole tout de suite à Evelyne. Merci beaucoup, chers collègues. Je partage ma présentation PowerPoint. Alors, voilà. Alors, donc, mes remerciements à l'École française d'Athènes pour l'organisation de cette autre présentation d'un autre livre paru dans la collection Mediterranean Nexus, publié donc par Brepols Editors, comme il s'appelle la maison d'édition. Alors, tout d'abord, quelques mots sur le livre de Ludivine Voisin. Bon, je répète certains aspects, j'y vais très vite parce que les autres intervenants vont creuser les choses. Ce livre est une riche étude qui reconstitue les différents aspects de l'institution monastique grecque dans les anciens territoires byzantins, comme on l'a dit, conquis par les Latins. Elle couvre donc cette période de la fin du XIIe jusqu'au XVIe siècle et elle est unique en ce qu'elle propose une synthèse historique exhaustive à partir de sources grecques, latines, italiennes et françaises. Voisin complète nos connaissances sur les formes de vie monastique, les statuts juridiques et les rapports entre les monastères et le monde laïque. Quelle continuité et quelle rupture du monachisme par-delà la conquête latine? Voisin répond à cette question et améliore notre connaissance de la latinocratie à travers les monastères grecs qui constituaient un acteur collectif majeur mais moins visible dans les sources que les monastères latins. Je vous recommande donc vivement la lecture de cette étude si méticuleuse et solidement documentée. À moi de dire quelques mots sur la collection Mednex. C'est une collection qui a été créée en 2008. Elle a été généreusement accueillie par la maison d'édition Brepols et c'est vraiment le fruit d'un travail d'équipe constitué de Chris Schable, Michalis Olympios, Martin Interberger, Gilles Griveau, Chris Studenza, Lorenzo Talvelli et moi-même. C'est une équipe qui combine l'expertise dans le domaine de la Méditerranée occidentale et en histoire gréco-latine, générale comme spécialisée, définissant ainsi le profil unique et fertile de notre collection. C'est une collection de monographies, d'éditions de textes et d'ouvrages collectifs sur l'histoire et la littérature du monde méditerranéen qui met en exergue le dynamisme croisé entre les grandes unités culturelles, linguistiques et intellectuelles du Moyen-Âge et du début des temps modernes. La période couverte court de 1100 jusqu'à 1700 et se distingue justement par des modèles changeants de domination, de division et de conflit. Ces objectifs se sont concrétisés dans la publication de 9 volumes. Le premier était Cyprus and the Renaissance. Ensuite, il y a 2 volumes sur Famagouste, Art and Architecture, History and Society, un volume d'édition des lettres du pape Honorius III, Bullarium Hellenicum. Ensuite, un ouvrage sur le Concile de Trente au-delà de l'Europe occidentale, Trent and Beyond, édité par Michele Cato et Adriano Prosperi. Slavery and the Slave Trade in the Eastern Mediterranean, encore un ouvrage collectif très riche. Ensuite, un ouvrage, une monographie sur l'œuvre poétique yiddish d'Elia Levita, La Renaissance italienne dans les rues du ghetto, par Arnaud Bicard. Un ouvrage sur les 2 Italies, Comparing Two Italies, et les monastères grecs sous domination latine par Ludivine Voisin. Bientôt,
On ajoutera un ouvrage collectif édité par Bayamar et Nicolaou Konari autour du roi Pierre Ier, le roi de Chypre. Et voilà, comme vous pouvez le constater, nous publions en français et en anglais. Les membres du comité éditorial exercent un peer review de tous les manuscrits, études, éditions de sources, actes de colloques qui nous sont adressés. Donc, c'est un peu un encouragement. Vous pouvez envoyer vos manuscrits. Si vous voulez d'autres informations, je vous renvoie au site de Brepols, la maison d'édition, et au site de la collection mednexseries.com. Je vous remercie et je cède volontiers la parole aux autres. Merci beaucoup, Evelyne, pour cette présentation. Donc, je donne maintenant la parole à Marina pour une présentation du livre de Ludivine en anglais. Your microphone, Marina. Okay, I was muted. Thank you very much. First, I would like to congratulate Ludivine on writing this very interesting book, which was clearly a challenging and difficult task. As already evident from the title, and as we heard, the study explores Orthodox monasticism in the Greek territories under Latin rule, a subject which, as the author herself notes in the introduction, until recently has been accorded only a marginal place in historiography. This alone, and the fact that Voisin attempts to provide a comprehensive and comparative survey of the subject, makes the book an extremely valuable contribution to the literature and an essential reference tool for anyone working in this field. Voisin relies on a wide body of secondary works spanning across a range of disciplines, regions, and historical moments, produced by scholars influenced by different historiographical trends and schools of thought. This historiographic legacy that goes back to Charles Ducange, the Jesuit missionary Robert Sauget, and Jean de la Ville-Leroux has been critically reassessed and enriched with new studies in the last decades. In conjunction with this extensive bibliography, she meticulously scrutinizes the primary sources, handling with prudence and determination the diverse, complex, and not only vast, but also more often than not fragmentary and unequal documentation that relates to the subject of her study. Whilst endeavoring to navigate through the pitfalls of the available sources, she addresses such topics as the nature and evolution of Orthodox monasticism, the shaping of the identity of Greek monks as a result of the Latin conquest, and the subjugation of the Greek Church to the Church of Rome, that is within a political, religious, economic, and cultural environment other than that of the Byzantine Empire. Being a French historian herself, Voisin distances herself from the ideological and emotional charge of Greek national historiography and adopts a dispassionate approach to the so-called légende noire, a topic that has animated much debate among scholars and still excites passionate discourse among the general public. As in the case of the execution of the 13 monks of Kantara in 1231, to cite just an example. In the same vein, she explores the effects of the conquest upon the structure, organization, and function of Orthodox monastic institutions, and builds on a historiographic trend that has drawn attention to cross-cultural contact and the acculturation between the Latin colonists and the Greek population, to study the interaction between the monastic communities and the outside world, revealing a rather substantiating a more convoluted reality. Voisin studies Orthodox monasticism in Latin-ruled Greek territories in relation to the developments in the ecclesiastical field, and notably the papacy, albeit not through the perspective of traditional ecclesiastical history, but integrated within the context of the expansion of Latin Christendom in the Eastern Mediterranean and the emergence of hybrid societies as a consequence of the Latin conquest and the long coexistence of the native Greek population with the Latin settlers, whether these were Franks or Latins or Venetians. In this respect,
her study primarily falls within the scope of the history of Latin domination of the Greek region, and secondarily in the field of church history. The time span of the study, which covers the period from the conquest of Cyprus in 1191 by King Richard during the Third Crusade to the fall of the island to the Ottomans in 1571, allows the examination of the development of Greek Orthodox monasticism in the long term. While the extensive geographies it examines, which cover Cyprus, Crete, the Peloponnese, the Cyclades, the Dodecanese, and the Ionian Islands, offer themselves for a comparative study of the phenomenon in a variegated geographical region that experienced diverse and sometimes alternating dominions, different political organization, institutions, and cultural influences. In the period following the Crusades, Orthodox tradition adapted to the profoundly changed political, social, and economic conditions, while Latin religious orders spread in the Levant and the erstwhile Byzantine territories. Scholarship on Greek Orthodox and Latin monasticism in the late medieval Eastern Mediterranean has been thriving in recent years. This book, then, is a welcome addition to the literature on Orthodox monasticism in Latin-ruled Greek territories, because it provides a henceforth lacking major synthesis on the subject, which not only is useful, but I believe will incite much discussion. Owing to the traditional division between East and West and the compartmentalization of research, Greek Orthodox and Latin monastic foundations are usually studied in isolation from each other, even though they coexisted in time and space, and scholars regularly encounter areas of contact and osmosis. In 2020, the National Hellenic Research Foundation organized a conference to comparatively explore Eastern Mediterranean monasticism during the period spanning from the fall of Constantinople to the Latins in 1204 to the consolidation of Ottoman power in the region. A collective volume based on the proceedings of this conference is forthcoming. In that same year, Bernard Hamilton and Andrew Jotitsky published a collective volume with the same research objective, but for the Crusade states. In this context, the publication of the book could not be more timely, as it works in a complementary way to the existing literature on the establishment of Latin monastic foundations and the activities of the Western religious orders in Latin Greece and Cyprus, which incidentally has significantly enriched in recent years by studies on individual foundations, orders, as well as broader compositions. Thus, the book contributes to a better and more comprehensive understanding of the monastic phenomenon in those areas. Thank you. Ok, là c'est mon tour. Bonsoir à tout le monde. Bon, je vais continuer un petit peu en approfondissant cette description de l'œuvre de Ludivine. Et je commence avec une constatation. Cette étude se penche sur un monde qui est très hétérogène, mais qui, vu de l'extérieur, semble homogène. Ce sont des Grecs sous domination latine. Et donc, une constatation très importante qu'il faut ne faut jamais oublier, quoi. Ludivine aborde un sujet mal compris des historiens, dans le cadre d'un renouveau d'intérêt pour le monde gréco-latin et suite à l'apparition de plusieurs études, comme Marina vient de nous décrire dans ces dernières années. Il y a eu l'étude de Chrysovalandis Kyriakous sur Chypre, sur la communauté de rite grec et l'église grecque de Chypre du XIIIe au XVIe siècle. Il y a eu Bernard Hamilton et Andrew Jotitsky sur le monachisme latin et grec dans les États croisés en 2020. Et plus récemment, Sophie Azoitou sur la ville de Rhodes et ses lieux de pèlerinage pendant la domination hospitalière. Et plus récemment, Yeri Dermizaki, cette année même, sur les sanctuaires des îles ioniennes, du Péloponnèse, de la Crète, du XIVe au XVIe siècle. Maintenant, la synthèse de Ludivine s'ajoute à cette récolte sur le monachisme grec sous domination latine. Donc, une synthèse très complexe. Vu la nature des sources et les difficultés qu'elles présentent, qu'elles posent, Ludivine arrive à identifier d'abord ce qui est susceptible d'être comparé, ceci n'est pas toujours évident, et en effet utile de comparer
à travers les régions et les siècles examinés. Une tâche qui, je suis sûr, n'était pas facile. En plaçant les modalités et l'évolution des pratiques liées au monachisme grec dans un contexte plus large, qu'il soit celui d'autres régions sous domination latine comme la Terre Sainte croisée ou le sud normand de l'Italie, ou encore dans le contexte de l'Église universelle de Rome, Ludivine démontre le caractère non exceptionnel de plusieurs thèmes qui ont suscité dans le passé pas mal de discussions et arguments entre historiens, encore une fois comme Marine l'a noté, souvent parce que vus comme exceptionnels et appliqués seulement dans le cas des communautés et des institutions de rite grec, dans un esprit d'intolérance ou de punition. Donc ceci ne fut pas le cas. L'ouvrage, très considérable, de 450 pages, il est assez grand, hein? Il est organisé en 5 chapitres qui tour à tour examinent d'abord le contexte historique plus large, c'est-à-dire l'organisation ecclésiastique et les relations entre communautés chrétiennes, les structures sociales ainsi que le sujet de la féodalité et du cadre juridique. Cette étude d'ensemble permet au lecteur de cerner mieux le monde dans lequel les fondations monastiques examinées plus tard fonctionnent et évoluent. Je suppose parmi le membre les gens qui sont là avec nous aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup qui ont lu le livre puisqu'il vient de paraître, donc j'espère que cette description est utile. Ensuite, le deuxième chapitre traite de l'évolution du monachisme grec après l'arrivée des Latins, avec un coup d'œil nécessaire sur la période antérieure. Et ici, on constate le maintien ininterrompu des établissements monastiques, malgré les difficultés posées par la nature des sources, ainsi que les divergences entre, d'un côté, Rhodes et l'Empire latin de Constantinople, avec leurs fondations urbaines, au moins selon les sources qui sont en effet elles-mêmes issues du milieu urbain, et le reste des régions où le monachisme grec constitue plutôt un phénomène rural. Une deuxième partie de ce même chapitre souligne la rareté des renseignements à propos des couvents de moniales. Si ce n'est qu'une petite récolte de témoignages, surtout pour la Crète. En ce qui concerne les établissements doubles, ici encore quelques témoignages épars qui confirment leur maintien, malgré la législation qui tente de faire respecter les règles de ségrégation et de mettre fin à la cohabitation. Ensuite, le Ius Patronatus est examiné dans une synthèse impressionnante par son ampleur. La section qui porte sur le statut social des moines révèle leur origine dans les campagnes, surtout aux alentours de chaque fondation, ce qui est, ce n'est pas surprenant. Et le dépouillement des sources démontre la taille moyenne de communautés qui ne dépasse pas la douzaine, donc une douzaine de moines ou de moniales. En fin de compte, ce chapitre met en évidence la continuité des fondations, malgré les restrictions imposées, et met l'accent sur le fait que la domination latine n'a eu aucun effet néfaste sur le monachisme grec, au moins vu dans une perspective de longue durée, que l'examen des conditions économiques pourra confirmer. Donc ceci est le sujet du troisième chapitre, le patrimoine économique. Le chapitre se penche sur l'origine, sur la nature, les modalités d'exploitation et l'administration des propriétés monastiques, mettant l'accent sur le rôle économique et donc crucial pour le fonctionnement des fondations. La conclusion principale de cette section porte sur les éléments de continuité depuis la période byzantine, au moins au niveau du mode d'opération et de gestion au sein de chaque fondation et au sein des structures agraires. Et finalement, la question de la santé économique des monastères démontre comment il est difficile de présenter une image qui puisse inclure toutes les variations qu'on observe selon les spécificités de chaque région et chaque période. Donc une ère géographique beaucoup trop large, une période assez longue. Mais quand même, l'image qui en résulte est bel et bien celle de fondations de petite à moyenne taille, dont le patrimoine foncier assure le soutien de la communauté, même si on observe un certain désintérêt des autorités vénitiennes
pour leur destin par rapport au régime précédent, comme dans le cas de Chypre sous les Lusignans. Ensuite, le 4e chapitre se penche sur le monachisme grec dans la société et la culture gréco-latine. Donc ici, le texte, la discussion explore l'envergure de l'interférence des autorités ecclésiastiques, latines et grecques, dans un contexte de compétition pour les ressources, les donations des fidèles, les droits d'ensevelissement, ainsi de suite. Malgré le modèle de l'Italie normande, où le déclin des monastères semble être lié au déclin de la culture byzantine, ailleurs, on ne constate pas un tel rapport. L'activité des copistes, attestée dans quelques cas, n'est pas répandue, elle est concentrée aux besoins liturgiques, au moins jusqu'au XVIe siècle, quand on témoigne d'une certaine influence de la Renaissance avec un intérêt pour les auteurs classiques. De même, il y a peu d'indices pour un rôle quelconque des monastères dans l'éducation de la population. Et donc, le jugement final, peu de participation dans l'évolution culturelle, au moins si j'ai bien compris le texte de Ludivine. Le 5e chapitre se penche sur les monastères entre Rome et Constantinople, donc les deux pôles ecclésiastiques. Ce chapitre explore d'abord le maintien des liens spirituels avec Constantinople à travers le rituel, mais aussi le décor des églises, avant de se tourner sur la politique de Rome en ce qui concerne l'union des églises, mettant l'accent sur les divergences de buts et d'approche. Rome se concentrant sur le respect de son autorité, tandis que du côté grec, l'accent se maintient sur les questions de divergence dogmatique. Là, on a vraiment un clivage bien évident. Dans la section qui suit, on est frappé par la clarté des arguments à propos de la mainmise romaine sur les biens monastiques qui se prouvent infondés, dans le sens où de telles ingérences se produisirent parfois afin de sauvegarder des communautés en déclin, dans un esprit de prudence, sans aucun indice d'une volonté quelconque de soumettre les monastères grecs à ceux des latins. Il s'agissait plutôt d'une politique qui s'inscrit dans les répercussions de la conquête, c'est-à-dire faisant partie de la redistribution de biens qui ne vise pas à anéantir les fondations grecques. L'examen de la question de la dîme, des privilèges, ainsi que du serment d'obéissance va dans le même sens. Donc la leçon de ce chapitre se résume en 2 mots, je pense. Tolérance et pragmatisme de la part de Rome, au moins la plupart du temps. Et finalement, les conclusions, le dernier chapitre, il faut d'abord distinguer entre le cas exceptionnel de Constantinople, celui de l'Italie normande du Sud et le reste du monde byzantin sous domination franque, où la prépondérance démographique grecque a joué un rôle déterminant. Ceci, il ne faut pas l'oublier, cet élément très important. Je crois que les conclusions se résument en une constatation finale, page 396. Ludivine nous dit que les mythes de la résistance des moines grecs et de la domination tyrannique des latins volent en éclats lorsqu'ils sont confrontés à l'expertise de l'historien, de l'historienne dans ce cas-ci, comme Ludivine nous a très bien démontré dans son ouvrage. Voilà tout ce que j'avais à dire à propos de cette description du contenu. On peut passer aux questions. Merci à tous les trois et puis ouvrons la séance des questions. So then, I will start with a question which deals with the 5th chapter in your book, because I think that it places the necessary context for the discussion to follow. So in that chapter, as Tassos already said, you explore the evolution of the papal universal claims of authority over the churches, and of course the Eastern Church
the Orthodox Church. How did the papacy and its representatives on the one hand and the Greek monks on the other perceive the obligatory subordination of the Greek Church to the jurisdiction of the Roman Church? Merci Tassos, merci Marina, merci Evelyne pour vos commentaires et pour votre vue d'ensemble de ce travail. Alors pour répondre à Marina, effectivement, la papauté exige un serment d'obédience envers les moines grecs, au moins dans la première moitié du XIIIe siècle, parce que je pense que son objectif est de s'imposer comme autorité, de s'affirmer comme chef de la juridiction dans laquelle vivent les moines. Et je pense que cela n'a pas grand-chose à voir en fait avec l'aspect spirituel de la chose. Je pense que c'est une marque de reconnaissance qu'exige la papauté comme une autorité politique pourrait exiger cette marque de reconnaissance. Donc effectivement, on constate que juste après la conquête, la papauté est très sensible à cette question. Du côté des moines, effectivement, on a des résistances de la part de moines face à ce serment d'obédience, notamment à Constantinople dans les années 1220. Malgré tout, ce serment, on n'en trouve plus trace par la suite. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de serment exigé, par exemple, de l'higoumène qui vient d'être élu auprès et qui doit prêter serment auprès de l'évêque latin, par exemple. Mais on n'a plus mention de ce serment, et donc j'imagine que pour la papauté, passé la première moitié du XIIIe siècle, elle considère que son autorité est établie et il n'y a plus de motif de tension, en tout cas autour de cette question. Voilà comment j'interprète cette question du serment d'obédience. So actually, it's the church bases its authority on the right of conquest, and on the other hand, it does not enter into a discussion about whether, from the point of view of the Greek Church, there should have been a church council to decide the extension of the jurisdiction of the church all over the entire area, because we know that the Greek Church adhered to the doctrine of conciliarism, and in that respect, it views the decision of the papacy as arbitrary. Isn't that right? Est-ce que vous pourriez, could you repeat your question, please? The fact that the jurisdiction was imposed without a council, but it was the church based itself on the right of conquest to do that, was viewed as an arbitrary action from the part of the Greeks. May I add something to this which might help us see things a bit more clearly? I wonder, in that context, there is of course Ferrara Florence, right, in the 15th century, so several centuries after the initial events. So one element in this discussion would be whether there is any difference after that, whether it made any real difference on the ground for the monastic communities. And another aspect, the regional differences. You know, the situation in Crete is different from the situation in Cyprus in terms of how the papacy intervenes and how it deals with the local ecclesiastical authorities. So I don't know, perhaps there is not a single question, a single answer to Marina's question because of the local differences. But of course, Ludivine knows all this much better than me, so I will not say more.
Well, the other thing I would like to ask is in 1223, it's in the same context of the resistance of the Greek monks. In 1223, the monks of Mount Athos were accused of being inobedientes, sedi apostolici, ac rebelles, and as a result, the church authorities seized the village of Krypigadia and the island of Linneo with its church and appurtenances, and gave them to the Order of the Cruciferi, the Italian Cruciferi. Was this considered a common punishment for inobedient monks who resisted the papal authority in the West? As well, or was the accusation of rebellion a pretext for seizing the property? Alors, cet exemple est très intéressant parce qu'il est relié, je pense, à ce dont on a discuté juste avant. Effectivement, dans les années 1220, des moines sont taxés de rébellion, de désobéissance à l'égard de l'Église latine. On retrouve ça également un petit peu plus tard, dans les années 1240, en Attique. Et effectivement, la papauté, alors, Innocent III, par exemple, est un peu plus prudent face à ces exigences d'obéissance des Grecs, mais effectivement, on constate que des monastères, au motif de rébellion, des moines sont expulsés de leur monastère, en tout cas, c'est la papauté ordonne leur expulsion. Donc oui, je pense que des moines grecs refusent de se soumettre à l'autorité pontificale, à l'Église latine, et du coup, il y a un transfert de biens. Malgré tout, comme l'a rappelé Tassos tout à l'heure, je pense qu'on ne peut pas non plus, il ne faut pas oublier que cette période des décennies qui suivent la conquête est aussi une période dans laquelle l'enjeu économique est très fort pour la papauté, parce que, et pour l'Église latine en général, parce que, évidemment, établir une nouvelle hiérarchie ecclésiastique séculaire et régulière, ça nécessite de trouver des moyens de la faire subsister. Et donc, je pense que il y a pour la papauté un argument politique, un argument qui relève de son autorité temporelle, mais il y a aussi pour l'Église latine en général un argument économique, un enjeu économique. Et le fait de dénoncer des moines rebelles et désobéissants, c'est peut-être un prétexte aussi pour ces latins, moines ou membres de chapitres cathédraux, de récupérer une partie de la propriété monastique. En revanche, encore une fois, j'ai l'impression que, passé ces décennies de la conquête, les motifs changent. Lorsque des latins ou des grecs aussi d'ailleurs réclament auprès de la papauté des biens monastiques grecs, ce n'est plus pour des motifs de rébellion, de désobéissance, mais on invoque une vacance de l'higoumène ou alors une mauvaise administration du bien. Donc ça tourne davantage autour de l'aspect économique. Donc voilà, je pense que les motifs évoluent et j'ai l'impression que, en tout cas pour la papauté, cette question du serment ne crée pas de conflit sur la longue durée. Je pense que et je pense que dans la mesure où plusieurs monastères grecs s'adressent à la papauté jusqu'au XVe siècle, pour la papauté, c'est aussi une marque de reconnaissance de son autorité, parce que les moines demandent à la papauté qu'elle règle des litiges entre grecs et grecs, ou grecs et latins. Donc les moines, par ces requêtes, considèrent que la papauté est une autorité judiciaire, le chef suprême de la juridiction. Donc je pense que tous ces signes qui s'étalent sur toute la période latine suffisent
à la papauté pour peut-être, voilà, comment dire, pour se considérer légitime aux yeux en tout cas des moines grecs. There's it's some sort of, they accept in the end that they belong to the jurisdiction of the Western Church and work within it, I suppose, and after a while, but still to remain still in the early years. In those early years, the political authorities and the nobles and the Latin Church, as you said, appropriated much of the property of the Greek churches for the reasons you just explained. But what were the implications of these seizures and depredations to the monastic life of the Orthodox communities? Do we have indications about that? Alors, effectivement, il y a je veux dire, on ne peut pas contester qu'il y a des expropriations tout au long, en fait, même de la période latine, hein, en tout cas des tentatives. Malgré tout, on ne peut pas conclure à une expropriation générale des monastères, comme Tassos l'a rappelé tout à l'heure, ni même de l'Église orthodoxe en général. Et puis, ça n'est pas, encore une fois, une tentative pour les latins d'anéantir l'Église grecque, puisque les nobles aussi sont victimes de ces expropriations. Les conséquences sur la vie monastique, je dirais que la première, c'est qu'il faut que les moines réinventent leurs relations aux autorités et cherchent de nouveaux patrons. Alors, ces stratégies de chercher des patrons, c'est une stratégie que les moines grecs connaissent très bien. Je veux dire, ça s'inscrit dans la tradition byzantine. En Occident, on connaît ça aussi. Mais évidemment, face à une nouvelle autorité, il faut chercher de nouveaux patrons. Et puis, sans doute que beaucoup de moines, peut-être plus dans les villes d'ailleurs, enfin, je ne sais pas, vous avez à déterminer, ont perdu aussi leur patron traditionnel. Donc, il faut adopter, trouver des nouveaux moyens de subsistance. Donc ça, je pense que c'est l'un des gros défis en fait de ces monastères grecs. Et puis, une fois qu'on a acquis des biens, il faut pouvoir les protéger. Ça aussi, je pense que c'est une question complexe pour les monastères, puisque beaucoup s'adressent à la papauté pour consolider, protéger leurs biens, leurs droits, etc. Donc, je pense que ce sont là deux conséquences importantes sur la survie des monastères. Je me permets de vous interrompre. Vous avez peut-être vu dans le chat une remarque de Angel Nicolaou Conari qui rappelle la nécessité de prendre en compte l'attitude des autorités séculières. Marina, may I add a point here on this issue of how the issue of property is at the beginning, in the first years after each conquest, in each particular case, may have affected things. I mean, just the fact that there are so many monasteries from the previous period that seem to survive through the centuries to the end of the period examined by Ludivine in her book. I think that in itself is a good indication of, they may have had difficulties, things may have been quite tricky at the beginning, but they did find, as Ludivine just explained, new patrons. They did change their their pool from which they drew patrons, and they did survive. So just this, making this point clear, I think, is important. It's a very significant indication. Yes, I think that's important to understand, because there was a slump. I think that's the actual picture. There was a slump, and then again they continued. They readjusted to the new environment. They adapted, and they were able to continue their life. I think that's the important thing to note. And you also argue that
the papal policy aimed to bring the Orthodox Church under the jurisdiction of Rome and did not aim to alter the doctrine or the right of the Orthodox. However, since the hierarchy of the Greek Church was replaced by a Latin one, and the number of Orthodox bishops was drastically reduced, again, during the first decades, the Greeks would have to turn to the Latin prelates for spiritual guidance, obviously, except in Venetian Crete, where the lack of bishops was made up by the protopapades. So although some prelates would have been equipped to deal with the ritual and doctrinal issues of the Orthodox Church, and others, as for example, you mentioned, we know the Franciscans were more sympathetic towards the Greeks. The spiritual guidance they would have provided would have surely differed from that which Greek bishops could have offered to their flock. Alors, en ce qui concerne l'Église latine et son rôle auprès des monastères, je pense que vous pourrez nous apporter des éléments. Ce qui me vient en tête, là, c'est le cas de Chypre. Effectivement, à Chypre, 4 évêques grecs sont maintenus. Leurs pouvoirs sont assez incertains parce que en 1223, dans les accords de Famagouste, l'évêque grec, on sait que les évêques grecs conservent leur droit de justice sur les Grecs, leur droit d'ordonner, et donc ils ont une incidence aussi évidemment sur les moines, sur les hiéromoines, hein, ces moines qui sont prêtres également. En revanche, en ce qui concerne leur pouvoir disciplinaire et spirituel, il semblerait que cela soit l'affaire des évêques latins et de l'archevêque de Nicosie. Donc effectivement, se pose ensuite la question de savoir comment l'Église latine fait-elle pour contrôler au moins la discipline des monastères. Alors ensuite, comment fait-elle pour diffuser, comment dire, peut-être pour... Parce qu'en ce qui concerne les affaires spirituelles, l'Église latine rappelle très régulièrement qu'il y a une tolérance à l'égard du rite grec. Bon, en tout cas, en ce qui concerne le contrôle de la discipline des monastères, personnellement, j'ai quelques doutes sur les moyens humains que l'Église latine a à sa disposition pour pouvoir contrôler la discipline des monastères. L'Église latine est principalement dans les villes, donc s'il y a un contrôle à exercer, elle peut l'exercer sur les monastères urbains, mais comme l'a rappelé Tassos tout à l'heure, au moins pour la Crète, Chypre, le Péloponnèse, le monachisme est essentiellement rural, et on sait très bien que le réseau paroissial est comment dire, très parsemé. Enfin, il n'y a pas beaucoup de paroisses latines. Et donc, je pense que c'est très compliqué pour l'Église latine de contrôler la discipline des monastères dans les campagnes. En revanche, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer le rôle de l'Église grecque. Parce que on a dans plusieurs notes marginales de manuscrits liturgiques du Trodos des mentions d'évêques grecs. Donc, ce qui prouve que des évêques circulent dans l'île, ils vont jusqu'au monastère, ou bien leurs représentants vont jusqu'au monastère. Et je me pose la question de savoir si ces évêques ou leurs représentants n'en profitent pas pour contrôler la discipline du monastère, pourquoi pas enseigner la doctrine, prêcher, voilà, enfin, faire, comment dire, exercer un pouvoir qu'ils n'ont plus officiellement, mais qui s'impose naturellement en fait, parce que spirituellement, les moines grecs, je pense, se sentent davantage, enfin c'est évident, considèrent que l'autorité spirituelle, c'est l'évêque. Donc, je pense que l'Église grecque joue un rôle, au moins là où il y a des évêques,
Mais peut-être que vous avez d'autres éléments à nous donner sur les contacts entre les latins et les grecs, parce que moi, je n'ai pas de mention de franciscains ni de qui que ce soit dans mes sources. Donc peut-être que vous avez des choses... No, I wish I had. Puis-je ajouter quelque chose là, la question linguistique. Même s'il y a des gens qui comprennent le grec ou qui comprennent le latin, qui parlent deux langues, il y a des interprètes, je ne sais pas combien, il s'agit encore une fois au niveau humain et au niveau logistique. S'il y a le représentant de l'évêque latin qui va visiter un monastère grec, combien est-ce qu'il comprend de ce qui se passe? Il assiste à la messe, mais puis, enfin, je ne sais pas trop comment ça fonctionne à ce niveau-là. Voilà, donc ça doit avoir eu une certaine importance, ce manque de langue commune. This exactly brings me to my next question, which is, I was very, very intrigued by your reference to the existence of mixed rite communities, if I understood it correctly. And you also mentioned at some point that on some occasions, Latin monks were placed at the head of Orthodox communities in order to reform them. But of course, again, this was not intended to lead to a change of rite. But what I wonder about is, how did these monastic communities function? What was the degree of success of these ventures? How did the whole thing work? And what did it entail for these communities? Alors, je pense qu'il faut être prudent face à cette question des communautés mixtes. Effectivement, les archéologues, je pense à la Crète, ont bien démontré qu'il existe des lieux de partage. Si on regarde les sources textuelles, pour le monachisme, on a très très peu de mentions en fait. On a le monastère d'Ayia Napa à Chypre au XVIe siècle, on a des mentions pour la Crète au XVIIe siècle. Ces mentions sont très tardives et sont très lacunaires. Par contre, effectivement, on a très tôt des mentions de supérieurs latins qui sont installés à la tête de communautés monastiques grecques, à la suite, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, de communautés qui traversent des crises, qui sont agitées, ou alors à la suite d'une vacance d'higoumène. Et c'est la papauté qui orchestre, qui installe, en tout cas qui ordonne l'installation d'un supérieur latin, que ce soit un religieux, c'est préférable d'ailleurs dans ce qu'elle dit, ou bien si, comme les sources le disent, si on ne trouve pas un religieux latin convenable dans les environs, on placera un clerc séculier. La question qui se pose, c'est est-ce que installer un supérieur latin à la tête d'une communauté grecque conduit à l'établissement d'une communauté mixte. Je pense que dans la plupart des cas, non, mais encore une fois, c'est une impression que j'ai à la lecture des sources, parce que malheureusement, les sources sont lacunaires, on ne peut pas suivre tous ces monastères en question sur plusieurs siècles, plusieurs décennies, plusieurs siècles. En revanche, il y a un cas très particulier qui m'a beaucoup troublée, c'est le métoque crétois de Sainte-Catherine du Sinaï. En 1359, la papauté ordonne l'installation d'un supérieur latin puisqu'il y a une vacance d'higoumène. En 1378, les sources vénitiennes mentionnent la présence de frères catholiques dans le monastère, ce qui est très troublant. Alors, est-ce que c'est une erreur de la chancellerie vénitienne? J'en doute. Est-ce que cela signifie que le monastère a changé de rite?
ou bien qu'à la suite de l'installation d'un supérieur latin, eh bien, une communauté monastique latine s'est installée et il y a eu donc coexistence, cohabitation de deux communautés. Je n'ai pas la réponse à la question. Tout ce que je sais, c'est que par la suite, le monastère est toujours désigné comme orthodoxe. Donc, dans tous les cas, la présence latine, enfin, j'ai l'impression qu'elle est temporaire, mais après, on ne peut pas faire d'un exemple un modèle. Hein. Donc, tant qu'on n'aura pas trouvé de source sur cette question, c'est difficile de répondre. En revanche, je pense, on en parlait tout à l'heure avec la question de la langue, etc., des rapports conflictuels entre les Grecs et les Latins. Je me demande si cette cohabitation forcée, puisque les moines n'ont pas choisi leur higoumène, si c'est un supérieur latin, n'entraîne pas des tensions, des conflits. À Chypre, dans les années 1240, 3 monastères du diocèse de Paphos sont, selon les termes de la papauté, agités, en gros rebelles, etc. Il se passe des choses dans ces monastères. Et du coup, la papauté ordonne la mise en place d'un supérieur latin. Et en 1246, la papauté explique qu'il y a dans des monastères des moines hérétiques. Alors, on est dans les années 1240, on est dans une période bien particulière, l'époque de Grégoire IX, qui n'hésite pas à catégoriser les Grecs d'hérétiques, non plus de schismatiques. Mais je me demande si cette désignation de ces moines comme hérétiques ne serait pas la conséquence, quelques années plus tôt, de l'installation de supérieurs latins à la tête de ces établissements, qui aurait entraîné, alors avec toute la question de la langue, des débats sur l'union des églises, ou en tout cas sur les différences entre les Grecs et les Latins. Et face à une telle tension, des moines seraient peut-être partis de leur monastère, se seraient réfugiés dans d'autres, et on les désignerait comme hérétiques parce qu'ils refusent d'entrer dans le débat théologique avec les supérieurs latins, et puis sans doute, comme les moines de Cantara en 1931, refusent d'île de reconnaître la validité des pratiques latines. Donc voilà, j'imagine que dans tous les cas, cette cohabitation forcée ne s'est pas faite dans un climat paisible. Et on sait très bien, on a d'autres exemples de monastères grecs à la tête desquels des higoumènes sont placés soit par des autorités politiques, soit ils ont acheté leur charge et du coup ils se retrouvent là et n'ont pas été choisis par les moines. Et systématiquement, enfin, dans le peu de sources qu'on a, mais systématiquement, le fait qu'un higoumène ne soit pas choisi par la communauté crée des tensions. Donc j'imagine que installer des supérieurs latins à la tête des monastères grecs, ça crée forcément des tensions. And the evidence that we have from the architectural evidence that we have comes from a much later period, and obviously after the union of the churches, and I suppose it's in a completely different context, and after centuries of coexistence. So it's I think the two cases are completely separate from each other. So now, during the 14th and 15th centuries, there was an intense activity of hesychast monks such as Gregory of Sinai, Savas Discos, Nilos Damilas, and Joseph Vrienius in Latin-occupied areas, and especially in Crete. Do you think that this activity is related to certain reinvigoration of monasticism in these areas? Alors, c'est toujours difficile face à des sources lacunaires de déterminer s'il y a de nouvelles fondations à tel moment. Ça, c'est une question qui m'a occupée très très longtemps et qui m'occupe encore. En revanche, il est évident que
Nilos Damilas, qui fonde le monastère de la Theotokos de Beionia en Crète, est lié à Joseph Brienios. Et les deux sont des hésychastes notoires. Dans le Typicon que Nilos Damilas rédige, il y a vraiment une volonté de revenir à la tradition byzantine très ancienne. Il cite la tradition paulinienne, il cite la législation justinienne. Donc, je pense que la fondation de ce monastère ne peut pas être distinguée effectivement du mouvement hésychaste et de la venue de Joseph Brienios à cette même époque. En revanche, alors on sait que autour de la Théotokos de Beionia, il y a d'autres monastères qui sont construits. Donc, toute la question est de savoir s'ils sont construits vraiment à cette époque-là, s'il y a vraiment voilà, ça c'est vraiment un gros problème. Mais il est évident que cette ère géographique du sud-est de la Crète est une ère où se concentrent plusieurs fondations. Donc j'imagine, enfin oui, je pense que le lien est tout à fait possible entre le mouvement hésychaste et cette constitution d'un paysage monastique. Mais encore faut-il prouver que ces monastères ont bien été fondés à cette époque. Pour la Théotokos de Beionia, on n'a pas de doute sur ça, puisqu'on a le Typicon. Mais pour les autres, je pense qu'il y a encore du travail à faire sur cette ère monastique. Et pas seulement à travers les textes, l'archéologie pourrait sans doute nous aider, l'épigraphie aussi. Il y a encore beaucoup de travail à mener sur cet espace. En dehors de la Crète, je ne peux pas vous répondre. Là, de mémoire, parce que je ne l'ai pas traité dans l'ouvrage, pour le moment, je ne peux pas faire le lien entre les hésychastes et le mouvement monastique en dehors de la Crète, où ça me paraît assez évident. I think it's Gregory who travels a lot, which is earlier, of course. It's not the same time as Nilos and Brienios are active in Crete, but Savas travels a lot and travels a lot in the Eastern Mediterranean. So there might be a connection there to look for. Now, when I was reading the sections of your book on the structure and organization of the monasteries and on the scope of these communities, one question that came to my mind was whether monasticism or the Orthodox monasticism at all was influenced at all by developments within the Western monastic movement through the contact with the monastic communities that were established in the same areas, the Latin monastic communities that were established in the same areas, or did it remain impermeable to these developments? Alors, c'est une question très intéressante. Je pense que la principale difficulté pour répondre à cette question, encore une fois, c'est que beaucoup de monastères latins en fait se trouvent en ville, alors que beaucoup de monastères grecs se trouvent dans les campagnes. Malgré tout, on sait qu'il y a des contacts. Je pense en 1231 à ce dominicain qui va jusqu'au monastère de Cantara. Voilà, on sait que il y a des contacts. Et puis, on a rappelé l'installation de religieux latins à la tête de monastères. Très difficile de déterminer dans l'état actuel des sources des influences du mouvement monastique latin sur le mouvement monastique grec. Je pense là tout de suite à quelque chose à Chypre au XVIe siècle. Il est fait mention de l'ordre de Saint-Basile. Alors c'est quelque chose qui est mentionné depuis très longtemps par la papauté, mais on a des mentions d'un chapitre général
de visites, bref, d'institutions qui n'existent pas dans le monachisme orthodoxe et dans tous les cas dont on n'a pas mention à Chypre avant cette période. Donc c'est fin 15e et puis les décennies 1520-1540. Donc voilà, la première question qui se pose, c'est est-ce que les monastères de Chypre adoptent un modèle d'organisation ordinale sous l'influence du mouvement monastique latin. Alors, si on en reste à cette lecture des sources, on peut en conclure que oui, mais en fait, je pense que la question est beaucoup plus complexe parce que je pense qu'il y a vraiment un vernis, c'est le problème de ces sources que j'ai utilisées, c'est qu'il y a un filtre latin, hein, puisque l'essentiel de ces sources sont des sources latines. Et donc, je pense que ces institutions, dont les sources vénitiennes relatent l'existence, sont nommées de cette manière parce qu'elles font sens pour des latins. Ils comprennent ce que c'est un chapitre général, ils comprennent ce que c'est des visites à l'ordre de Saint-Basile, etc. Mais si on remet en contexte ces sources avec des sources, par exemple, de la fin du XVe siècle, tout début de la domination vénitienne, on trouve la mention d'un archimandrita. En tout cas, la papauté demande à un monastère de Chypre de désormais appeler ses supérieurs, parce que ce monastère a un métoc, des archimandrites. Donc, ma question est la suivante, est-ce qu'il y a en fait la mise en place d'un archimandrita, comme on en trouve en Italie du Sud par exemple, donc d'une mise en réseau de monastères à Chypre à la fin du XVe siècle, et au XVIe siècle, dans les sources vénitiennes, cette institution qui en fait est typiquement byzantine, est habillée d'expressions que les Vénitiens connaissent très bien, c'est-à-dire chapitre général, ordre de Saint-Basile, etc. Voilà ce que je peux dire, c'est-à-dire que, en fait, on n'avance pas vraiment, c'est qu'il y a toujours ce problème du filtre des sources latines pour atteindre, si c'est possible, la réalité du monachisme. Donc, je resterai assez prudente sur cette question des échanges, parce qu'il y a le discours en fait qui peut nous induire en erreur. Voilà. When we write in Greek, trying to describe Western institutions implanted in the Greek territories, we have the same problem with the vocabulary, okay? So it's perfectly understandable. I mean, that it would create some sort of confusion and that you would need some sort of common language to communicate these differences. And now, my last question is one of the conclusions that emerged from your study is that Orthodox monasticism in these areas, as in Byzantium, was predominantly rural. In a recent article, Eleni Angelomati-Tsugaraki and Dimitris Tsugarakis have identified some 20 nunneries that operated in the Burg of Candia and in the surrounding countryside during the period of Venetian rule. Obviously, not all were from the 13th century. Some were founded later on. But I was wondering, how is this concentration of female Orthodox monasteries inside and in the environs of the largest urban center of the island of Crete? How is it to be interpreted? Alors, tout d'abord, merci de mentionner cette étude que je vais m'empresser de trouver. Alors, de ce que vous dites, ça confirme une idée généralement répandue, c'est-à-dire que les monastères féminins sont davantage concentrés dans les villes que dans les campagnes.
sans doute pour des raisons de sécurité. On les abrite derrière les murs. Malgré tout, il y a des exceptions. Le fondateur de la Théotokos de Machialas à Chypre mentionne un monastère féminin, monastère de Tamassos. Je doute que Tamassos soit une ville et une ville importante à cette époque-là. Et puis l'autre contre-exemple, c'est la Théotokos de Machialas, fondée à Veionia, dans le sud-est de la Crète. C'est fondé en pleine campagne, pas en ville. Je pense qu'il y a malgré tout une prédominance du monachisme, des monastères féminins, une concentration des monastères féminins davantage en ville. Et dans tous les cas, quand ils sont fondés dans les campagnes, ils sont systématiquement rattachés à un monastère masculin. Cette question, il faudrait aussi la creuser. Quelle est exactement, on n'a pas beaucoup d'informations, mais quelle est exactement la relation? Il y a une dépendance liturgique, c'est évident, puisque les moniales ne peuvent pas procéder à la liturgie, elles sont dépendantes d'hommes. Alors, c'est un prêtre, un père spirituel, un hiéromoine du monastère qui se trouve à côté. Et je pense qu'elles sont dépendantes économiquement également, surtout si elles sont dans les campagnes où on imagine mal des moniales aller travailler la terre, contrairement à des moines qui vont travailler la terre. Donc je pense que pour se faire une véritable idée de cette répartition, il faudrait localiser sur une carte en fait tous ces monastères féminins, masculins et puis aussi faire appel à d'autres disciplines, l'archéologie, pourquoi pas, l'épigraphie, l'histoire de l'art, pour pouvoir effectivement avoir une vision plus fine de la répartition de ces monastères en fonction de leur genre. Well, I suppose also a monastery that's 5 or 10 kilometers outside of Candia, it's not in the desert, but it's still in a rural area, so it fits the picture that you have already painted, but it's closer to the city, so it is safer, of course, to be there. So I think I'm done with my questions for now, at least, and Shall I jump in then? Yes, please. Okay, I'm looking at the time. We should allow enough time for our audience to ask questions as well. So, Ludivina, I've got a couple of related questions, some of them having to do, of course, with the material evidence. And maybe they will be slightly unfair on you in the sense that these are not necessarily issues you discuss in your book, but there are issues that arise from your discussion, which is essentially why it's so useful, why it's so great. So let me first ask you something about the relationship between textual evidence and material evidence. I mean, you're reassessing Greek monasticism based primarily on the textual evidence, on the sources, on the written sources. You also looked briefly at monuments and the archaeology and the material side of things, but there's too much there. It would be a different book or several books to do it thoroughly. So you wisely chose not to do it, at least not in this instance. Maybe it's a future project. So I wonder, considering the progress that has been made in recent years in that respect, in the study of the material side of things, and we've got with us Geoffrey, who has worked a lot on that side of things, from what you've seen and what you've discussed in the book, do these two sides complement each other, the textual and the material, the art and the archaeology as opposed to the sources? Is there any, are they complementary? Is there evidence of any contradiction, of any divergence? There is enough, I guess, there in terms of amount of material to be able to say something. So that's my first question.
And your answer may be, I don't know, very brief yes or no, or maybe you've got more to say. Malheureusement, j'aurais aimé pouvoir faire la corrélation entre des données que j'ai trouvées dans des textes et des résultats de fouilles archéologiques ou d'études en histoire de l'art. Si on prend chaque monastère pour lesquels j'avais des informations suffisantes, je n'ai pas pu, en tout cas quand j'ai mené ce travail, confirmer, infirmer des hypothèses avec l'archéologie histoire de l'art. Malgré tout, effectivement, les progrès sont considérables. Je pense également aux travaux sur les manuscrits liturgiques aussi. Il y a beaucoup de renouveau dans ce domaine. Donc, je pense que moi, j'ai posé des jalons en fait d'une histoire monastique incomplète et à travers un corpus de sources précis. Je pense que maintenant, effectivement, il serait tout à fait utile de réunir archéologues, historiens de l'art, épigraphistes, spécialistes des manuscrits et de déterminer des questionnements auxquels on pourrait répondre parce que je pense que seule, chacune de ces disciplines soulève des questions, mais peut difficilement en fait trouver des réponses. Je pense notamment à une question qui m'a beaucoup occupée, la répartition dans l'espace des formes de vie monastique. Est-ce que le modèle cénobitique triomphe par rapport au modèle érémitique et en fait, forcément, il faudrait qu'on localise ça sur une carte pour voir aussi si on peut quantifier. Mais je pense que l'archéologie, l'histoire de l'art, l'épigraphie pourront donner des éléments, pourront faire avancer la question. Parce que là, on est complètement... on n'a pas de réponse en fait. Et pourtant, c'est une question importante. Okay, thanks. Yes, indeed, that's a fair answer, I guess. My next question is related to all of this, actually, going a bit deeper into the material evidence. I mean, when talking about the economic side of things, the properties, the estates, the financial aspects of the life of monasteries, your reconstruction suggests that things were fairly positive in these usually small foundations. They did have enough property to survive. Sometimes things were more difficult than others. Again, if we look at the material evidence in a more specific way, like, for example, surviving monastic churches, which are usually the best surviving part of a medieval monastery, with their architecture, their sculpture, their decoration, their furnishings, whatever else there might be. Does this help to nuance the financial side, seeing that, yes, they did have more money to invest in this, or no, they didn't, or they had to get an external patron, whether a member of the elites or the administration or someone from outside? I mean, again, does this help? Would it add anything? Or do we already know what we need to know from the texts and that's it? Non, je pense qu'on n'en sait jamais assez, ça c'est évident. Mais alors s'il y a des archéologues et des historiens là qui nous écoutent, je pense à Geoffrey, je pense qu'ils seront bien mieux placés que moi pour nous expliquer ce qu'on pourrait effectivement tirer encore de cette étude, on va dire, pluridisciplinaire, pardon, langage de l'éducation nationale, de ces monastères. Non, je pense qu'il y a obligatoirement, oui, des choses. Moi, j'ai posé des hypothèses, beaucoup sont restés sans réponse. J'ai proposé des modèles, des évolutions, et j'aimerais beaucoup que les archéologues, les historiens de l'art, etc., me donnent leur expertise pour affiner en fait certaines évolutions qui sont proposées dans l'ouvrage. Indeed, yes.
Thank you. Maybe we'll come back to this when we look at Geoffrey's question in the chat, and maybe there will be others. I had then a couple of questions. Well, I had one on the urban-rural relationship. I don't know if there is time to talk about this. I mean, you mentioned already, and we talked a little bit about the differences and how things work in an urban context and outside in the countryside in terms of contacts between monastic communities, authorities, Greeks, Latins. Again, I wonder whether things are different in cities compared to the countryside with respect to the material evidence once more. I mean, I am aware that there's very little from an urban context in terms of surviving monuments to be able to say anything. At least nothing that is very certain. So again, is it picture? Well, maybe I do know the answer to this. I'm going to ask the same question. Is it picture complementary? Is it? But I think I know the answer. So let's keep it. Let's move on to sources. I was thinking about the Typika that you mentioned, the monastic rules, and looking at Byzantine monastic Typika which have survived. There are around 60 of them known to us today from throughout the empire, dating from the sort of 7th century down to the 15th. I think the Damilas must be among the latest, if not the latest, from around 1400 for a nunnery on Crete. So the fact that there's so few from your period, well, essentially there are the two from Cyprus, Macheras and Neophytos, from the very beginning of the 13th century, but these belong to monasteries, to foundations established earlier in Byzantine times. And then you only have Damilas from around 1400. Now, is this an accident, just because only this one has survived among many others which may have existed, or could it mean something in terms of how these foundations are administered, how they operate, whether they need, in terms of sort of quasi-legal framework, whether they need a typikon or whether there's something else now in the Latin period that replaces this? That's my question in that respect. And then related question, even if we have the Typika, even if we have all these regulations and rules emanating also from the secular authorities, so not the Typika, but other types of rules, to what extent are they being implemented? To what extent can we know what is going on, whether their stipulations are adhered to? So these are the two questions. Alors cette question du cadre normatif dans lequel s'organise la vie monastique, effectivement, pose question. On a peu de Typika. On a évoqué récemment ensemble cette histoire des moines de l'Enclestra qui, en 1537, disent avoir retrouvé le Typikon, ce qui prouve bien que ce Typikon est conservé, n'est pas consulté de manière fréquente par les moines. Donc, et d'ailleurs, à cette occasion, il le retrouve pour justifier un droit, pour prouver un droit. Donc, il y a cette question de l'utilité du Typikon, et puis effectivement son adaptation à l'évolution du temps. Mais je pense qu'on devrait poser la question aux moines d'aujourd'hui. Les moines qui vivent dans des monastères dans lesquels il y a encore le Typikon, comment font-ils pour... suivent-ils toujours le Typikon qui peut dater de plusieurs siècles auparavant, et si ça n'est pas le cas, sur quel texte s'appuie-t-il pour faire fonctionner le monastère et pour régler les litiges entre les moines, enfin bref, pour organiser la vie monastique. Alors, le Typikon de Damilas, il est particulier, on l'a rappelé avec Marina, il est produit dans un contexte sans doute lié à l'hésychasme. Donc,
est-ce qu'effectivement, les monastères continuent de suivre leur typicon? On sait qu'en Italie du Sud, lorsque Athanas Ralkeopoulos visite les monastères dans les années 1460, je crois, il constate que beaucoup de monastères n'ont plus de typicon. Et c'est d'ailleurs pour ça que Bessarion va rechercher les écrits de Basile de Césarée pour réécrire une règle qu'il va demander aux moines d'appliquer, parce que beaucoup ne fonctionnent plus avec leur typicon. Alors ça pose la question suivante, sur quelle source, du coup, les moines organisent-ils leur vie, parce que, s'ils n'ont pas de typicon. Je suis bien en peine pour répondre à cette question. Vous avez évoqué la législation ecclésiastique. À Chypre, par exemple, l'archevêque latin réunit régulièrement des synodes dans lesquels il dicte des prescriptions monastiques, sans préciser d'ailleurs s'il s'agit de prescriptions adressées aux Grecs ou aux Latins. La question qui se pose, c'est comment cette législation déjà arrive jusqu'au monastère. Si les monastères sont essentiellement dans les campagnes, comment, voilà, c'est une question tout à fait pratique que je me pose, mais voilà, comment cette législation arrive jusqu'au monastère? Et ensuite, comment est-elle appliquée? A-t-on les moyens de la faire appliquer? Encore une fois, je pense que les moyens humains se posent. Donc, je n'ai pas de réponse là maintenant, mais je pense qu'il faut regarder ce qui se passe à la même époque dans l'Empire paléologue. Peut-être qu'à l'époque byzantine, on a aussi des réponses. Vous connaissez cette période beaucoup mieux que moi. Je pense que il faut chercher ailleurs des réponses à cette question. Dans quel cadre normatif peut s'organiser la vie monastique s'il n'y a pas de typicon ou si on ne le consulte pas parce qu'on considère qu'il est trop daté? Là, je n'ai pas de réponse tout de suite. Oui, d'accord. Moi, je demande aussi, je viens de penser, là, les manuscrits, il faut regarder si on a des copies du typicon, du même typicon dans un monastère, mais à ma connaissance, il y a très peu de cas où ceci peut être documenté, faire copier le typicon dans un monastère. Voilà, donc I'm going to finish with the last one is more of a comment rather than a question. And maybe a suggestion for Evelyn for a future volume of Mediterranean Nexus. I don't know which future that is, how distant it is. But so Ludivine presents to us an image of considerable continuity from the Byzantine period to that of Latin rule in the sort of late 12th, 13th centuries, at the beginning. So the monasteries manage to survive. They make it through the change of rule and they adapt to a new environment. Despite the differences, despite the variations among territories, Crete, Cyprus, Peloponnese, and all that. Now, I wonder how does this compare with the next significant step, which is, of course, the integration within the Ottoman world. I mean, there are Greek monasteries which went straight from Byzantine to Ottoman rule. They didn't have the Latin experience, like Mount Athos, for example, most primarily. So this later period is, of course, presented in a variety of ways in historiography, the passage to Ottoman rule, depending on the aspect discussed. And for the Greek church in particular, the change of rule at that later point is often perceived as a time of liberation from the much resented Latin interference. Now, in your study, you show us that this is much more nuanced. The idea of a liberation, we need to take this, perhaps reconsider it. On the other hand, in terms of national historiographies, the standard view is rather the opposite. It's, with the coming of the Ottomans, it's definitely sort of a new increased subjugation of some sort. So I wonder if a re-examination, if one were to do what you did for the
later 16th, 17th centuries, beginning of Ottoman rule in all these territories, whether we would find out something comparable, parallel, similar, although the conditions are, of course, very, very different, and there are all the confiscations in the late 16th century, which affect the whole Ottoman world. But maybe my point is that it would be nice to have another volume in this series examining these very late developments. So I don't know if anyone has anything to say on this, but looking at the time, I think we should move on to our audience. Donc, il y a une question de Geoffrey que vous avez pu lire sur le chat. Sur l'hétérogénéité dont parlait Tassos. Oui, entre Chypre et Crète, les différences, les divergences, bon, Ludivine. Merci Geoffrey pour cette question. Effectivement, je pense que vivre sous les Vénitiens et vivre sous les Francs n'a pas les mêmes incidences. En ce qui concerne, par exemple, le contrôle des monastères, à Chypre, sous les Francs, comme on l'a rappelé tout à l'heure pour Constantinople, les premiers siècles de la domination franque voient la production d'une législation des autorités politiques pour tenter de réguler l'entrée au monastère. Mais encore une fois, on est au début on est dans la première moitié du XIIIe siècle, c'est encore particulier, et il s'agit avant tout de mettre en place la féodalité, d'éviter que des dizaines de moines n'échappent à leurs obligations serviles pour devenir moines. Donc, au tout début de la domination franque, les autorités politiques légifèrent sur ce point, et on peut considérer que c'est une sorte de contrôle du monachisme. Par la suite, je n'ai pas d'exemple de tentative de contrôler le monachisme par les Francs. En revanche, quand l'île passe sous domination vénitienne, là, on a beaucoup plus de preuves. Alors, est-ce un effet de source? On peut toujours se poser la question. Ou bien, y a-t-il une volonté de contrôler le monachisme à Venise? Si on compare avec la Crète vénitienne, par exemple, il semblerait qu'effectivement, Venise tente déjà, le fait de déclarer la terre publique en Crète vénitienne autorise la commune de Venise, par l'intermédiaire de ses représentants, à se saisir de biens monastiques et à les redistribuer dans un système de location. Donc, dès le départ, en fait, il y a une emprise sur l'économie des monastères qui va perdurer. Donc, en ce qui concerne l'économie des monastères, je pense effectivement que c'est beaucoup plus contrôlé dans l'Empire vénitien. On a parlé tout à l'heure de l'ordre de Saint-Basile avec le chapitre général, etc. Je pense que là aussi, même si il n'y a pas d'ordre de Saint-Basile tel qu'on en connaît chez les latins, s'il s'agit d'une mise en réseau qui ressemble aux archimandritas qu'on trouve ailleurs, je pense que c'est quand même une belle opportunité pour Venise de contrôler aussi encore le monachisme. Et puis, je pense que les Vénitiens veulent aussi ponctuellement contrôler la discipline des monastères. En 1402, la chancellerie ducale en Crète interdit la cohabitation de moines et de moniales à Candie. Donc là, il y a aussi une ingérence en fait dans la discipline monastique, pas du tout, je pense, pour nuire au monachisme et à l'orthodoxie, mais tout simplement pour éviter tout trouble à l'ordre moral et à l'ordre public. Donc, je pense qu'on peut conclure à
un contrôle plus étroit de l'économie monastique et ponctuellement de la discipline monastique dans les territoires vénitiens. Mais encore une fois, il y a encore plein de choses à faire. Il y a encore beaucoup de choses à découvrir dans les archives de Corfou, notamment. Donc voilà, pour l'instant, c'est une hypothèse et j'espère que de futures recherches permettront de confirmer ou d'infirmer cette hypothèse. May I add something? Don't they also control the election of the superiors in the monasteries? Alors effectivement, on a une mention en 1475 de l'élection d'un higoumène par la reine Catherine Cornaro. Mais la question que je me pose, c'est quel est le statut précisément de ce monastère? Parce que je prends l'exemple du monastère de Pala à Candie, en Crète. Là aussi, ce sont les autorités, les représentants vénitiens de l'île qui désignent l'higoumène. Mais je pense que ce monastère est un ancien monastère impérial et du coup, il y a une sorte de transfert du droit de patronage impérial aux autorités vénitiennes. Donc, est-ce que le contrôle des higoumènes par les autorités vénitiennes est quelque chose de répandu ou bien est-ce que c'est quelque chose qui dépend du statut des fondations? Mais là, encore une fois, c'est compliqué parce qu'on n'a pas toujours la précision du statut de la fondation. Là, je ne vois pas d'autres questions vives pour l'instant. Si vous avez épuisé chacun vos questions, vous vont peut-être libérer Ludivine, qui était bien questionnée. Geoffrey a une autre question là dans le chat. Alors, merci pour cette question. Alors, j'aimerais effectivement travailler sur cette question des réseaux parce que, en fait, ça permettrait de faire une histoire du monachisme à partir des individus, des moines et des moniales, et de proposer une histoire du monachisme derrière les sources institutionnelles. Il est évident que des moines de Terre Sainte, par exemple, circulent à Rhodes, en Crète, à Chypre. On sait que, par exemple, Sainte Catherine du Sinaï, Sainte Théodose de Palestine ont des métoques. Donc, oui, je pense qu'il y a des relations entre forcément ces maisons mères et les métoques qui induisent des circulations moines. Alors, ce qui concerne... je peux pas, comment dire, répondre davantage. C'est un projet que j'ai de travailler sur ces réseaux. Il y a plein de choses à découvrir, je pense. Mais je pense que c'est d'une évidence, oui. Mais ça doit encore être confirmé par des recherches futures. Et là, je crois un élément qu'on n'a pas mentionné dans ce contexte, la chute de Constantinople et la perte, le fait qu'il n'y a plus les grandes abbayes de la capitale byzantine, dont quelques-unes peut-être entretenaient des relations avec des établissements soit en Crète, à Chypre ou ailleurs. Ceci
peut-être a joué un rôle dans ces rapports, c'est l'étendue des réseaux. Mais comme vous le dites, Ludivine, c'est une question de recherche. Oui, et j'ai trouvé très peu de mentions pour le moment de relations entre les monastères de l'ère gréco-latine et les monastères de Constantinople. Ce qui pose question, parce qu'on sait très bien que par exemple Saint-Georges de Mangane à Constantinople a un métoc à Nicosie. Donc il faut aussi investir cette question. On a beaucoup de questions ce soir et effectivement, on n'aura pas assez d'un ouvrage pour répondre à tout ça. However, these hesychast monks are viewed in some way as agents of the Orthodox Patriarch, especially from the point of view of the Venetian authorities, which tries to expel them from the island whenever they visit there. Isn't that true? Oui, je pense que Venise est très récalcitrante à l'égard de ces moines qui pourraient, on voit bien que Nélos Damilas diffuser des messages anti-latins. Nélos Damilas copie des textes anti-latins, sans doute en lien avec José Briones. Peut-être que c'est José Briones d'ailleurs qui lui fournit une partie de ses manuscrits. Donc oui, je pense que Venise voit d'un très mauvais œil la présence de ces hésychastes dans l'île. Parce que ça risque de créer un trouble à l'ordre public. So these anti-Latin manuscripts, treatises that you find in the libraries of the monasteries might be linked to that activity. Alors en fait, on n'a pas, je ne pense pas qu'on ait retrouvé ces manuscrits. Nélos Damilas fait une liste en fait de ces manuscrits. Et oui, je pense qu'il y a un lien entre. Je pense que Nélos Damilas est impliqué dans la polémique anti-latine et j'imagine que c'est la venue de José Briones qui soit l'engage dans cette controverse, soit le consolide, le conforte dans ses idées. Je pense que, je ne sais pas si on a davantage d'informations sur la venue de José Briones en Crète, qui pourrait nous éclairer sur ces liens précisément avec Nélos Damilas. Je ne sais pas. Je ferai une autre question. Alors, là encore, je n'ai trouvé aucune mention de moines ou de lien entre les monastères de l'ère gréco-latine et les monastères athénites. À l'exception de l'Igoumène Yermanos de Saint-Georges de Mangane à Chypre, qui est un ancien moine athénite dans les années 1320. Je sais que Zachary Chitoud est en train de mettre en place un projet de prosopographie des moines de l'Athos. Je pense qu'on va apprendre beaucoup de choses sur la circulation de ces moines et je pense que lui aura la réponse. Moi, pour le moment, dans les sources que j'ai consultées, je ne peux pas établir le lien entre les monastères du Mont Athos et les monastères de l'ère gréco-latine. J'ai récemment lu un article qui expliquait que les monastères atoniques de toute façon s'étendent, acquièrent un patrimoine, surtout dans l'ère qui reste byzantine. Donc voilà, c'était une chose à creuser, mais je pense que la réponse se trouvera davantage au Mont Athos que dans nos sources à nous. J'imagine aussi qu'au moins dans le cas de Chypre, mais aussi de la Crète, c'est plutôt les monastères de la Terre Sainte, ainsi que Sinaï, qui jouent un rôle.
beaucoup plus importants que ceux du mont Athos ou d'ailleurs de d'autres terres byzantines ou ex-byzantines. Ouais. Puis-je poser une question un peu différente, plutôt pratique? L'étendue chronologique de votre étude, Ludivine, vous commencez fin 12e avec la conquête de Chypre et vous finissez plus ou moins avec la conquête ottomane de Chypre. Pourquoi pas celle de Crète, presque un siècle plus tard? Pourquoi vous vous arrêtez à la fin, vers la fin du 16e? Est-il une question de source, de texte, de changement? Voilà, c'est ça la question. En fait, c'est plus une question de temps investi dans les archives. C'est-à-dire que quand j'ai débuté cette enquête, Chris Scheible était en train de rééditer un corpus impressionnant de documents pontificaux, notamment qui concernent plutôt le début de la période. Donc, j'ai voulu réinvestir ce matériel parce que si s'il y a eu une lecture conflictuelle des rapports entre les Grecs et les Latins, c'est aussi parce que les historiens avaient à leur disposition des sources incomplètes. Les regestes, par exemple, pontificaux, ne peuvent pas remplacer un acte, d'autant que le copiste peut ajouter ce qu'il veut par rapport à l'acte enregistré. Donc, je me suis concentrée en fait sur ces sources nouvellement republiées et complètes. Et j'ai investi évidemment les archives vénitiennes, mais en toute honnêteté, j'aurais mis j'aurais mis 20 ans en fait à faire ce travail si je n'avais pas décidé, voilà, si je n'avais pas déterminé une limite dans le travail de dépouillement. Mais je pense qu'il y a encore énormément de choses à découvrir aux archives de Venise, à Corfou, à Malte. Voilà, il y a encore du matériel. La difficulté, on la connaît, hein, c'est que ces sources, elles sont fragmentaires. Donc, on passe des heures dans les archives. Et puis, un jour, on trouve quelque chose. Mais je pense que ce travail est nécessaire et je suis persuadée qu'il contribuera encore à compléter cette enquête que j'ai menée. Tout à fait, merci. Donc, vous avez toute une vie de chercheur devant vous pour continuer tout ça. Voilà, merci. Bien, merci, merci à tous. Donc, je pense que vous avez compris que le livre, qu'il y a dans ce livre matière à discussion amplement. Les questions n'ont pas toutes été traitées. En tout cas, félicitations à Ludivine pour ce livre auquel on souhaite une belle carrière, une belle vie. Et puis, merci donc à tous les quatre. Merci au public qui nous a rejoints ce soir. Et puis, bonne soirée à tous et puis à une prochaine fois. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Au revoir. Thank you. Bye bye.